Bonjour. Alors la gestion de projet, ça peut faire un peu peur. On a l'impression que c'est un truc très complexe. Mais en fait, c'est une compétence qu'on utilise tous, quasiment tous les jours, sans même s'en rendre compte. C'est un peu comme un super pouvoir qui nous aide à transformer nos idées en quelque chose de concret. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur un excellent guide, la gestion de projet pour les nuls. C'est notre feuille de route pour rendre tous ces concepts hyper clairs et surtout super pratiques. Allez, petite question pour commencer. Quel peut bien être le point commun entre un chef-d'œuvre comme la Joconde et l'organisation d'un simple dîner entre amis? La réponse est peut-être surprenante, mais elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour trouver cette fameuse réponse, il faut commencer par la base, définir ce dont on parle. Qu'est-ce qu'un projet, au juste? Et là, le livre nous donne une définition vraiment parfaite. Un projet, c'est une entreprise temporaire pour créer un résultat unique. Il y a deux mots-clés ici, temporaire et unique. Temporaire, ça veut dire que tout projet a un début et une fin, et unique, ça veut dire qu'il vise à créer quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant sous cette forme. Ce qui est intéressant, c'est que cette définition s'applique à tout, du plus petit projet au plus gigantesque. En fait, ils reposent tous sur trois piliers, trois fondations absolument essentielles. Le premier pilier, c'est l'objectif. C'est logique. Si on ne sait pas où on va, on a peu de chances d'arriver à destination. Que le but soit de peindre le plus célèbre portrait du monde ou de passer une super soirée entre amis, l'objectif doit être clair dès le départ. Deuxième pilier, le calendrier. On se souvient du mot temporaire de la définition. Eh bien, c'est exactement ça. Un projet, ce n'est pas une routine, ça ne dure pas éternellement. Il faut une date de début et, surtout, une date de fin. C'est ce cadre qui donne le rythme et qui nous pousse à avancer. Et enfin, le troisième pilier, ce sont les ressources. Ça, c'est le carburant du projet. Ça inclut les compétences des gens, bien sûr, mais aussi le budget, le matériel, les outils. Bref, tout ce dont on a besoin pour que l'idée ne reste pas juste une idée. Sans ressources, même le meilleur des projets reste au garage. Bon, on a nos trois piliers, mais on pourrait se dire, au fond, on fait tous des projets un peu à l'instant, non? Alors pourquoi s'embêter avec une approche formelle de gestion de projet? Cette comparaison est assez radicale, mais elle résume bien l'idée. Sans gestion, on navigue à vue. C'est le royaume de l'incertitude, des erreurs, du gaspillage de temps et d'argent. Alors qu'avec un peu de structure, on gagne en clarté, en efficacité, et on met toutes les chances de son côté pour réussir. Et le livre le dit très bien, c'est ça le point crucial. La gestion de projet permet de réduire les incertitudes. En d'autres termes, c'est un outil puissant pour mettre de l'ordre dans le chaos. D'accord, on a vu le pourquoi, maintenant passons au comment. Comment on s'y prend, concrètement? En fait, il y a un cadre de travail très simple, une sorte de plan de route en trois grandes étapes. Et voilà ce cycle de vie. Tout commence par la phase de démarrage. C'est là qu'on planifie, qu'on prépare le terrain pour s'éviter les mauvaises surprises. Ensuite, on passe à l'exécution. Là, on est dans le vif du sujet. On met en œuvre le plan et on s'assure de garder le cap. Et enfin, la clôture. Une étape qu'on a tendance à zapper mais qui est fondamentale. C'est le moment de livrer, de faire le bilan et d'apprendre pour la prochaine fois. C'est ce processus qui transforme une ambition en un résultat. Ok, on a le plan de route. Mais il faut bien quelqu'un pour tenir la carte, non? Qui est le chef d'orchestre de tout ça? Ce petit dessin illustre parfaitement la question. La figure centrale, c'est bien sûr le chef de projet. C'est la personne qui doit avoir une vision d'ensemble et qui s'assure que tout le monde avance bien dans la même direction. Mais attention, et c'est un point essentiel, ce n'est pas juste un gestionnaire de tâches et de planning. C'est un vrai leader. Quelqu'un qui prend des initiatives, qui communique bien, qui trouve des solutions aux problèmes, qui sait motiver son équipe et, peut-être le plus important, qui croit profondément au projet. Bon, maintenant qu'on a toutes ces pièces du puzzle, l'idée, c'est de voir comment ça peut nous servir concrètement. Et pour conclure, voici une question à se poser. En pensant à sa vie pro ou perso, quel est le premier projet qui vient à l'esprit et qui mériterait d'être un peu mieux structuré? Parce que toute la beauté de la chose est là. Ces outils ne sont pas réservés aux ingénieurs ou aux grands chantiers. Organiser des vacances, rénover une pièce, lancer une nouvelle activité. Appliquer cette structure, même simplement, c'est se donner le meilleur moyen de passer d'une bonne idée à une vraie réussite. Imaginez un peu la situation parfaite. Une équipe brillante, un budget virtuellement illimité, un plan millimétré sur plusieurs années, validé par tous les experts possibles. Le rêve de tout manager, en fait. Ouais, exactement le rêve. Et pourtant, statistiquement parlant, il y a près de 90% de chances que le résultat final ne corresponde pas du tout à ce qui avait été prévu au départ. C'est assez vertigineux quand on y pense. Ah mais totalement.
avec en prime un retard moyen d'environ 40% sur le calendrier initial. Du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi sommes-nous, en tant qu'êtres humains, si incroyablement mauvais pour anticiper et exécuter des tâches complexes sans dérailler? C'est vraiment le paradoxe fondamental de notre ambition, je dirais. On a toujours eu cette capacité de rêver grand, de vouloir bâtir des choses immenses, mais tu vois, transformer une idée abstraite en une réalité tangible, ça exige de dompter un chaos permanent. Et ça, on n'aime pas trop le chaos. Non, pas du tout. La vérité, c'est que la prévision à long terme, c'est presque une anomalie pour notre cerveau. On ne gère pas mal les mathématiques ou les calendriers en soi, en fait. On gère juste très mal l'incertitude. Ouais, on déteste ne pas savoir. Et c'est justement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui, la fameuse gestion de projet. Un terme qui peut faire un peu peur parfois. C'est ça. L'idée, ce n'est pas de la voir comme une série de graphiques ennuyeux, mais vraiment comme l'art ou la science de la survie face à l'imprévu. Et pour cette mission, on s'appuie sur des sources vraiment riches. Oui, on a des documents de référence solides. Absolument. On a le manuel La gestion projet pour les nuls de Stanley E. Portney et Sandrine Sage. On a aussi un ouvrage super exhaustif qui s'intitule Gestion de projet vers les méthodes agiles. Et enfin, une présentation très pragmatique sur les 4 phases techniques d'un projet. C'est un excellent cocktail pour bien comprendre l'évolution de la discipline. Grave. L'objectif, pour tous les esprits curieux qui nous écoutent et qui gèrent des choses complexes au quotidien, c'est de fournir les clés pour structurer son approche, naviguer entre le traditionnel et l'agile. Et surtout comprendre pourquoi ça plante si souvent. Voilà. Parce qu'il fut un temps où construire quelque chose relevait de l'artisanat pur, voire de l'improvisation totale. Mais il y a eu un point de bascule. Oui, au milieu du XXe siècle. Exactement dans les années 50. Avec le programme militaire américain du système d'armes Polaris, les enjeux logistiques étaient tellement titanesques, on parle de dizaines de milliers d'activités en simultané, qu'il a fallu inventer une discipline formelle. C'était une question de survie pour le projet, là. Bah oui, si on laissait faire le hasard, c'était l'effondrement assuré. Et c'est là qu'il faut poser les bases. Ce besoin de formalisation, il part d'une définition très spécifique de ce qu'est un projet. Parce que une opération de maintenance de routine sur une chaîne de montage, par exemple, c'est pas un projet. Ah, c'est quoi la différence du coup? Un projet, par essence, c'est une entreprise temporaire. Ça possède un point de départ très clair, une ligne d'arrivée précise, et surtout, son objectif est de produire un résultat absolument unique. C'est un saut dans l'inconnu, limité dans le temps. Ok, donc par définition, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait exactement de la même manière auparavant. C'est tout à fait ça. Ce qui explique pourquoi c'est si fragile. D'ailleurs, les sources expliquent que la méthode d'organisation traditionnelle repose sur un triptyque assez redoutable qu'on appelle les 3 C. Oui, le fameux triangle de fer. Voilà. Le contenu, c'est-à-dire le périmètre de ce qui doit être fait, le coût, donc le budget, et le calendrier, le temps imparti. Mais, et c'est là que je me pose des questions, si ces 3 éléments sont connus et validés au départ, pourquoi est-ce qu'ils entrent systématiquement en collision ? Eh bien parce qu'ils sont structurellement en tension. C'est un jeu à somme nulle en fait. Si en cours de route on décide soudainement d'augmenter le contenu, Genre rajouter une fonctionnalité à un logiciel, ou un étage à un bâtiment, oui, ça va inévitablement étirer le calendrier ou faire exploser le coût. On ne peut pas magiquement étirer un côté du triangle sans casser les autres. et la méthode traditionnelle, pour essayer de contenir cette tension, elle impose un cycle de vie super rigide en 4 grandes phases. C'est bien ça, non? Exactement. On définit le besoin, on planifie tout dans les moindres détails, on met en œuvre et enfin on conclut. Bon, décortiquons un peu tout ça, si tu veux bien. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette phase de planification. Parce qu'en lisant les documents, elle semble être le centre névralgique de l'approche classique. C'est là que tout se joue selon cette méthode. Direction avec les cadres dirigeants pour obtenir un go ou no-go, un feu vert définitif. Et surtout, on utilise des outils de découpage assez massifs, comme l'OTP. L'organigramme technique de projet, c'est un incontournable. Mais honnêtement, quand je regarde ce truc, je me dis, c'est pas juste une to-do list glorifiée, l'OTP. Alors, c'est beaucoup plus profond qu'une simple liste de tâches. C'est l'incarnation même du principe militaire divisé pour mieux régner. C'est-à-dire? L'idée, c'est de prendre une montagne insurmontable et de la réduire en petits cailloux. On ne planifie pas construire un hôpital, ce serait impossible à gérer. Ah oui, c'est trop vague. Ouais. On divise en sous-ensembles infrastructures, systèmes informatiques, ressources humaines. Et ensuite, on sous-divise encore les infrastructures en gros œuvres, plomberie, électricité. Ok, je comprends la logique.
Mais est-ce que ça ne donne pas simplement une fausse impression de maîtrise? C'est très juste comme réflexion. Parce qu'on a l'impression d'avoir dompté le monstre juste parce qu'on l'a mis dans un tableau Excel géant. Sauf que la réalité sur le terrain, c'est que la plomberie prendra l'eau et que le fournisseur d'électricité fera faillite, non? Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est exactement là que réside le problème. Le problème ne vient pas de l'outil OTP en lui-même, il vient de l'illusion de prévisibilité qu'il génère. On confond le plan avec la réalité. Absolument. On confond la cartographie avec le territoire. La méthode classique, elle fonctionne un peu comme le lancement d'une fusée spatiale. Les ingénieurs vont passer des années à calculer la trajectoire, la poussée, l'angle parfait. Tout est millimétré. Oui, mais une fois que le bouton de lancement est pressé, la fusée décolle. Si une variable en attendu survient en plein vol, c'est extrêmement complexe, voire impossible, de modifier la trajectoire sans risquer la désintégration pure et simple. Ce qui nous ramène direct à ces fameux 40% de retard moyen. Si la fusée dévie, c'est pas parce que les lois de la physique ont changé, c'est parce que le projet est conçu et exécuté par des humains. Le facteur humain, la grande variable imprévisible. Bah oui, l'humain. Et la communication humaine, c'est tout sauf une science exacte. C'est souvent la faille tectonique, invisible, qui fait s'effondrer tout l'édifice. Les attentes ne sont presque jamais alignées au départ parce que le langage lui-même est rempli d'angles morts. Et il y a un exemple parfait dans nos sources pour illustrer cette défaillance. C'est une métaphore frappante qu'on pourrait appeler le piège de la pizza. Ah, le fameux problème de la pizza. Imaginons un client qui formule une demande en apparence hyper claire à une équipe technique. Il dit « Dessinez-moi une pizza divisée en 8 parts en utilisant seulement 3 traits de coupe. » Une demande qui semble très précise en effet. On a un objet, un nombre de parts et une contrainte technique stricte. Sauf que géométriquement parlant, avec 3 droites qui se croisent, on obtient un maximum de 7 zones distinctes. C'est mathématiquement impossible d'en obtenir 8. Le cauchemar du développeur. Grave. L'équipe technique panique. Ils se disent « Est-ce qu'il faut que les lignes soient courbes? Faut-il compter l'extérieur de la pizza comme une part ?» Il cherche la faille technique. Pendant ce temps, le client, lui, pensait peut-être simplement à un concept abstrait, ou alors il ignorait complètement les règles de la géométrie de base. Le mécanisme profond de cet échec, c'est l'ambiguïté. Le client présume que sa pensée est évidente. Et l'exécutant présume que la consigne est à prendre au sens littéral. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont les méthodes traditionnelles aggravent souvent ce problème avec ce qu'on appelle l'effet tunnel. Ah oui, l'effet tunnel, c'est terrible ça. Oui. Face au risque d'incompréhension, la réaction classique, c'est d'essayer de tout verrouiller. On rédige des cahiers des charges fonctionnels démesurés, on produit des documents de 300 pages pour tenter de verrouiller juridiquement et techniquement chaque atome de cette fameuse pizza. Et ensuite, l'équipe technique prend ce pavé énorme, dit à l'année prochaine, et s'enferme dans un tunnel de développement sans aucune lumière du jour, plus aucun contact avec le client. Et le résultat est presque toujours dramatique. Pendant les 18 mois où l'équipe est dans ce tunnel, le marché a évolué, la concurrence a sorti un nouveau produit, et le client, il a changé d'avis. C'est inévitable. Quand l'équipe sort enfin du tunnel avec le produit fini, le client le regarde et réalise que ce n'est plus du tout ce dont il a besoin. Les documents le prouvent. Environ 56% des défauts d'un logiciel final ne sont pas des bugs de code. Ce sont des erreurs de conception initiale liées à une mauvaise compréhension du besoin réel. 56%, c'est faux. Alors, pour éviter que tout le monde ne s'entretue à la sortie du tunnel, comment est-ce qu'on organise cette faune humaine? Parce qu'un projet, c'est un écosystème complexe avec des luttes de pouvoir, des égos. C'est là qu'intervient la matrice des parties prenantes. Il faut identifier et gérer les rôles de manière très claire, presque clinique. Ok, comment on les divise? On identifie d'abord les commanditaires. Ce sont les sponsors, ceux qui payent, qui portent la vision stratégique. Ce sont eux qui définissent ce qu'il faut faire. Ceux qui ont la vision, quoi. Exactement. Ensuite, il y a les contributeurs. Ce sont les experts techniques, les ingénieurs, ceux qui donnent les moyens, qui exécutent et qui disent comment on peut le faire. Et c'est là que ça frotte en général, non? Le commanditaire veut un palais en marbre en 3 mois et le contributeur explique qu'avec le budget actuel, ils peuvent fournir une cabane en bois en 6 mois. C'est un grand classique. Sans un bon chef de projet pour traduire et négocier entre ces deux pôles, la relation devient vite toxique. Le commanditaire perçoit les contributeurs comme lents et incompétents. Et les contributeurs voient le commanditaire comme un tyran déconnecté des réalités physiques. C'est tout à fait ça. Et il ne faut pas oublier le troisième groupe dans cette matrice, les observateurs. Les observateurs, ils font quoi, eux? Ce sont les utilisateurs finaux ou même le grand public.
Ils sont impactés par le projet, mais sans avoir de pouvoir de décision sur le budget ou le périmètre. Ah, je vois le genre. Si on construit un logiciel sans jamais consulter les employés qui devront cliquer dessus 8 heures par jour, le projet sera rejeté, même s'il a été livré à l'heure et dans le budget. Mais même avec une matrice parfaite, on l'a dit, l'être humain change d'avis. Constamment. S'engager sur un plan rigide de 2 ans, c'est comme conduire une voiture sur une route de montagne, dans un brouillard épais, en ayant bloqué le volant avec du gros scotch, juste parce qu'on a calculé la courbe sur une carte avant de partir. C'est une excellente métaphore. Ça n'a aucun sens. Il faut pouvoir tourner le volant en fonction des obstacles. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est cette réalisation qui a provoqué un séisme dans le milieu de la gestion de projet, l'apparition des méthodes agiles, Scrum, XP et j'en passe. L'agilité n'est pas juste une nouvelle technique, c'est un renversement philosophique complet. C'est ce que disent les sources, oui. L'image du chalet à la montagne m'a beaucoup marqué. On ne peut pas figer tous les détails de la décoration ou des matériaux avant de voir les murs se monter, en fait. Et c'est là qu'on retrouve notre triangle de tout à l'heure. Reprenons ce triptyque traditionnel. Contenu, coût, calendrier. Dans le modèle traditionnel, en cascade, le contenu est la variable sacrée. Elle est fixe. On a promis 50 fonctionnalités, on doit livrer 50 fonctionnalités. Voilà. Par conséquent, si un imprévu survient, ce sont les variables de temps et de coût qui dérapent. Ce sont de simples estimations qui explosent. D'où le retard et les budgets qui doublent. Et l'agilité propose l'inverse. Exactement. C'est l'inversion spectaculaire des contraintes. Dans un cadre agile, on fige le temps et le coût, de manière absolue. Ah oui, c'est radical. Très. On utilise ce qu'on appelle le timeboxing ou la boîte de temps. On découpe le projet en petits cycles très courts, appelés des itérations ou des sprints, qui durent par exemple très exactement 3 semaines. On a une équipe de 5 personnes, on a 3 semaines, ça ne bougera pas. Ok, et donc qu'est-ce qui bouge? Ce qui devient la variable d'ajustement, c'est le contenu. Les fonctionnalités elles-mêmes, priorisées par leur valeur ajoutée. Attends, donc si je comprends bien, on ne garantit plus de livrer tout le cahier des charges initial. Mais c'est une hérésie pour un commanditaire traditionnel. C'est un choc culturel massif, oui, mais l'argument agile est imparable. On ne livre peut-être pas tout, mais on garantit qu'on livrera les éléments qui ont la plus haute valeur ajoutée, et surtout, on les livrera à l'heure. On observe, on ajuste, on apprend. C'est ça. À la fin des 3 semaines, on présente un produit partiel, mais opérationnel. Le client peut le tester, réaliser que finalement il n'a pas besoin de la fonctionnalité X, mais que la fonctionnalité Y est urgente. On ajuste alors le volant pour l'itération suivante. Je vois totalement la puissance de cette approche empirique, mais permettez-moi de me faire un peu l'avocat du diable. Je t'en prie. Quand j'entends parler d'agilité aujourd'hui, j'ai parfois l'impression que c'est devenu un mot valise formidable pour justifier le chaos total. Ah, l'agilité mal comprise. Bah oui, est-ce que ce n'est pas une excuse en or pour dire « Ah bon, on ne fait plus de plans, on ne documente plus rien, on code au jour le jour et on verra bien où on atterrit ». C'est effectivement une dérive très fréquente dans les entreprises qui appliquent mal l'agilité. Mais c'est un contresens total par rapport au manifeste agile originel. Ah bon? Que dit le manifeste alors? Le texte fondateur est d'une grande subtilité. Il affirme qu'on privilégie des logiciels opérationnels plutôt que de la documentation pléthorique. On privilégie les individus et leurs interactions plutôt que les processus rigides. Le mot-clé, c'est plutôt que. Ça ne veut donc pas dire à la place de. Bien sûr que non, on n'abandonne pas toute rigueur. Un logiciel sans aucune architecture ou documentation technique est une bombe à retardement. Ouais, un enfer pour la maintenance. Exactement. L'agilité exige en réalité une rigueur quotidienne bien supérieure à la méthode traditionnelle. Au lieu de lire passivement un cahier des charges, l'équipe doit dialoguer constamment. Et d'ailleurs, en lisant ces documents, je me suis dit que cette technique du timeboxing, agile, elle est incroyablement puissante, même à l'échelle individuelle, dans notre quotidien. C'est tout à fait applicable, oui. Imaginons que quelqu'un doive ranger un garage chaotique ou préparer une grosse présentation. L'approche traditionnelle, ce serait de dire « Je vais y passer le temps qu'il faut jusqu'à ce que ce soit parfait. » ce qui mène généralement à la procrastination infinie. Face à la montagne, on ne fait rien. Exactement. Alors que l'approche agile, c'est de dire « j'ai très exactement 2 heures samedi matin. Je fixe le temps. Dans ces 2 heures, je vais attaquer les zones qui ont le plus de valeur, comme dégager l'allée centrale du garage. À midi, j'arrête quel que soit le résultat. » C'est une arme redoutable contre le surmenage et la paralysie face à des tâches écrasantes. C'est l'essence même de l'itération. Produire de la valeur de manière incrémentale. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement à la fin? Parce que
Qu'on soit dans une boucle agile très moderne ou un cycle en V traditionnel, il arrive un moment inéluctable où il faut poser les stylos, non? Absolument. Et cela nous amène à la phase 4, la clôture du projet. Ah, la clôture. Les sources insistent vraiment sur le fait que cette phase est presque systématiquement bâclée. Poussées par l'urgence, les équipes sautent immédiatement sur la mission suivante. C'est une erreur stratégique majeure. Cela soulève une question importante. Comment peut-on s'améliorer si l'on ne fait jamais de bilan? On reproduit les mêmes erreurs. Voilà. Sauter la phase de clôture, c'est s'interdire d'apprendre. Il y a d'abord des actions indispensables, fermer officiellement les comptes, acter la réception formelle du projet, mais la véritable valeur, c'est le post-mortem. L'évaluation post-projet. Analyser le cadavre du projet pour comprendre pourquoi on a dérapé de 40%, c'est ça? C'est ça. Mais attention, le faire sans chercher de coupable. C'est un exercice de lucidité collective pour capitaliser sur les erreurs et ne plus jamais tomber dans les mêmes pièges. J'aimerais aussi qu'on souligne l'aspect humain dont parlent les documents. Il y a la nécessité d'assurer une transition psychologique satisfaisante. C'est souvent ignoré, oui. Libérer les membres de l'équipe. Reconnaître leur travail. Un projet, c'est des mois de pression. On ne peut pas juste dire « Bon, allez, lundi, on recommence sur autre chose sans marquer le coup ». Sans ce rituel de clôture, les individus ne parviennent pas à faire le deuil de la charge mentale. Ils entament le projet suivant avec le stress du précédent. C'est le chemin direct vers le burn-out. L'esprit humain a besoin de fermer la boucle. Absolument. En résumé, notre exploration montre bien que la gestion de projet, ce n'est pas une bureaucratie stérile faite de graphiques déroutants. C'est vraiment un équilibre délicat. Un équilibre entre structurer l'avenir, avec des OTP ou des comités, et accepter l'incertitude humaine. Via des itérations agiles et une écoute active. Et d'ailleurs, pour conclure notre analyse, ça m'inspire une réflexion un peu provocatrice, qui n'est pas directement dans les sources, mais qui s'en inspire. Je t'écoute. Si l'agilité nous apprend qu'il est absurde de planifier rigidement l'évolution d'un logiciel sur plusieurs années car l'environnement change trop vite, ne devrions-nous pas appliquer cette même agilité à nos propres trajectoires de vie et de carrière? C'est une excellente question. Plutôt que d'écrire un plan sur 10 ans, totalement voué à l'échec face aux imprévus de la vie, peut-être devrions-nous mener nos existences par itération, évaluer notre satisfaction à intervalles réguliers et ajuster le contenu de notre quotidien en fonction de la valeur qui nous apporte réellement aujourd'hui. Naviguer dans l'incertitude, c'est peut-être ça, le projet le plus important? Voilà de quoi faire réfléchir. Sur ce, on espère que cette plongée au cœur de la gestion de projet vous aidera à mieux naviguer dans vos propres défis. Un chef de projet reçoit une demande informelle d'un directeur pour lancer un nouveau produit. Quelle est la première action à entreprendre? Dans un diagramme de réseau de projet, le chemin critique correspond à un chef de projet constate que la marge libre d'une tâche est nulle. Cela signifie que un chef de projet utilise la méthode PAIR pour estimer la durée d'une activité. Les durées optimistes, la plus probable et pessimiste sont respectivement 4, 6 et 14 jours. Quelle est la durée estimée? La méthode du chemin critique, CPM, suppose que les durées des activités sont. Laissez vos réponses en commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et s'abonner à la chaîne.